Bonjour à tous, merci d'être là, merci au public et à nos auteurs pour cette table ronde autour de la responsabilité de l'écrivain. Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de sociologie de la littérature et des intellectuels, dont je vais citer quelques-uns des travaux: La guerre des écrivains 1940-1953, La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, 19e, 21e siècle, La sociologie de la littérature, les écrivains et la politique en France, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, les mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. Lionel Trouillot, romancier et poète, intellectuel engagé, né à Port-au-Prince où il vit encore aujourd'hui, journaliste et professeur de littérature française et créole, qui dirige depuis plusieurs années un atelier d'écriture, l'atelier Jeudi Soir, et qui a publié des recueils de poésie ainsi que 13 romans, dont le dernier Antoine Desgommiers aux éditions Actes Sud. Marie Ranjanour, qui est née à Madagascar, diplômée de l'IEP d'Aix-en-Provence, où elle a soutenu un mémoire sur le mythe et les représentations du zombie dans le cinéma états-unien, qui a créé un podcast qui explore les questions du féminisme du point de vue de la culture malgache, et dont le premier roman, Feu, fièvre et forêt, est paru en 2023 aux éditions Latérite. Djilnour Rayhan, chercheuse française d'origine ouïghour, enseignante à l'INALCO, directrice de publication de Regard sur les Ouïghours et présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Et enfin Marine Mazel, psychanalyste chargée de plaidoyer, qui travaille auprès d'ONG à la défense des droits humains, qui est spécialiste des traumas liés à des configurations sociales et géopolitiques particulières et chargée de mission auprès de l'Institut Ouïghour d'Europe. Donc l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde, c'est la responsabilité de l'écrivain. Vaste sujet qui renvoie, dans le contexte occidental en tout cas, à des périodes de l'histoire auxquelles on pense un peu instinctivement. Les Lumières, l'affaire Dreyfus, les procès d'écrivains célèbres, l'expérience de l'occupation, de la collaboration, de la résistance, plus généralement à la question de l'écriture dans un État qui peut n'être pas un État de droit où la liberté d'expression est assurée, et aussi à des questions actuelles comme celle qui est peut-on séparer l'homme de l'artiste, par exemple. Donc j'en viens au sujet, la responsabilité de l'écrivain. De quelle responsabilité s'agit-il ? De quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle de la responsabilité de l'écrivain ? Et pour ça, j'en appelle à l'expertise de Gisèle Sapiro sur le sujet. Oui, merci beaucoup de cette invitation à ce festival où je retrouve beaucoup d'amis et d'auteurs que j'admire, que j'aime beaucoup, que je lis. Voilà, donc moi je suis spécialiste de l'histoire française, donc je ne m'aventurerai pas sur d'autres terrains, mais je pense que le cas français, c'est que le modèle de l'engagement français a circulé dans le monde et qu'il a été approprié, hybridé avec des traditions nationales, locales, donc c'est aussi intéressant de s'interroger sur l'histoire de ce modèle. Ce qui m'a intéressé dans la réflexion sur la responsabilité, c'est qu'il y a la notion de responsabilité légale. En fait, un auteur est responsable devant la loi, hein, il doit rendre compte du point de vue légal de ce qu'il écrit. Et en même temps, il y a une responsabilité morale qui s'est construite à partir du XVIIIe siècle et qui peut aller à l'encontre de la responsabilité pénale. Moi, j'ai travaillé sur les écrivains français sous l'occupation et les écrivains de la résistance, évidemment, ils publiaient de la littérature clandestine qui allait complètement contre les lois et l'État français, comme on l'appelait, hein, du régime de Vichy. On peut penser aussi aux engagements des écrivains contre la guerre d'Algérie. Sartre qui publie son texte qui sort censuré, le manifeste des 121, qui est un appel au droit à la soumission dans la guerre d'Algérie, donc à la désertion. Et donc il légitime les actes de désertion qui ont lieu. Donc il y a une tradition d'engagement des écrivains qui peut aller à l'encontre donc de cette responsabilité pénale. Et donc Michel Foucault, quand il parle de la fonction auteur, il dit en fait, bon, on imagine l'auteur comme celui qui est propriétaire de son œuvre, mais il faut remonter à la responsabilité pénale qui précède l'appropriation de l'œuvre par l'auteur au XVIIIe. Et ça remonte au décret de Chateaubriand en 1635, quand l'auteur est obligé, avec l'imprimeur, d'apposer son nom sur le livre. Et ça, la raison, c'est pour pouvoir le poursuivre en cas de transgression des limites de la liberté de parole.
Et voilà, selon Foucault, c'était le moment constitutif de la notion d'auteur. Les listes de censure de l'index de l'Église commencent à s'organiser autour de noms d'auteurs. Donc on attribue une série d'écrits à un auteur. Au XVIIIe, les auteurs, et ça commence par les philosophes, ont renversé en fait cette responsabilité et l'ont retournée contre l'État avec un engagement à partir de l'encyclopédie, qui était en partie clandestine aussi, qui allait à l'encontre justement de l'idéologie dominante. Et donc cette fonction critique détache en fait l'écrivain de la figure du courtisan au service du roi, au service du pouvoir, va être endossée par des écrivains à partir du début du XIXe siècle, des écrivains comme Béranger, Paul-Louis Courier, que Victor Hugo va visiter en prison parce qu'ils font de la prison à cause de leurs engagements, où ils critiquent les institutions, que ce soit la monarchie, que ce soit l'Église. Et Victor Hugo va devenir évidemment la figure de cet écrivain prophète, avec les paroles de l'exil. Et on a toute une histoire en fait de la répression, mais de la lutte aussi des écrivains en faveur de la liberté d'expression, pour étendre cette liberté d'expression, que je détaille dans le livre, mais je ne veux pas vous embêter avec ça maintenant, mais simplement, sous le Second Empire, on voit que la censure En fait, les écrivains sont toujours soupçonnés d'avoir fomenté la révolution, hein, d'être source de... et donc, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, donc ça, leurs censeurs sont obsédés par ce risque, ce pouvoir subversif de la parole, et on retrouve ça en fait sous le Second Empire, parce que on pense que 1848, la révolution de 48, c'est le fruit là c'est le théâtre hein, qui est le plus suspecté d'avoir fomenté cette révolution. Mais ce qui est intéressant sous le Second Empire, c'est qu'en fait, il y a un ordre moral qui règne, et c'est cet ordre moral qui va faire poursuivre Flaubert et Baudelaire, qui sont des tenants de l'art pour l'art, donc on pourrait penser, bon ben voilà, c'est pas ils sont contre l'engagement, ils sont contre... et en fait, c'est eux qui sont poursuivis pour offense à la morale, parce qu'en fait, leurs œuvres remettent en cause l'idéologie bourgeoise, patriarcale, hétérosexuelle, dominante. Flaubert est accusé de magnifier l'adultère. Lui ne sera pas condamné parce qu'il a réussi à faire... son avocat a réussi à faire croire que c'était un livre sur les influences des mauvaises lectures sur une jeune femme d'origine modeste qui l'a conduite à ces turpitudes. Mais Baudelaire, lui, va être condamné. Il y a 6 poèmes des Fleurs du Mal qui sont censurés, notamment Les Bijoux, Lesbos. Donc, évidemment, tout ce qui renvoie à l'homosexualité féminine et aussi au désir féminin, parce que dans les 2 livres, ce qui apparaît, c'est le désir, c'est ce qui est tabou, hein, c'est le désir féminin. Et sous la Troisième République, on a une grande loi libérale en 1880 qui privatise la religion, mais là, c'est la patrie qui est sacralisée avec ses institutions. Donc, on a des poursuites contre les écrivains qui dénoncent les mœurs militaires, comme Lucien Descaves dans son roman Sous-Off. Et c'est d'ailleurs Descaves, il a aussi fait une œuvre à la mémoire des communards, hein, donc puisqu'on est sur les thématiques de mémoire, et la mémoire des communards jusqu'en 80, jusqu'à l'amnistie, elle est réprimée, hein, donc c'est un travail quasi clandestin ils seront en exil pour reconstituer ça. Voilà, et la République, alors... La République, c'est un régime qui ne se protège pas en tant que tel. Hein, il y a eu des débats parlementaires, donc contrairement à la monarchie, mais en même temps, elle va quand même poursuivre les opposants, et notamment les anarchistes avec les fameuses lois scélérates des années 1890. Et puis on a l'affaire Dreyfus, donc là, qui est le grand moment d'engagement de Zola, vous l'avez mentionné, avec son J'accuse, qui dénonce un déni de justice, donc capitaine Dreyfus accusé de trahison et c'est une fausse accusation, et Zola retourne l'accusation contre l'institution de la justice avec son J'accuse. Voilà. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est le pacifisme qui est prohibé, et là on a le grand roman de Barbus, Le Feu, qui dénonce les horreurs de la guerre, alors que tout le monde est en train de produire des romans hyper militariste, et puis Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée, hein, qui est une protestation pacifiste contre cet esprit nationaliste qui conduit à ces massacres de masse qu'a été la Première Guerre mondiale. Les années 30, on a un moment de forte politisation à droite comme à gauche, et c'est le moment de l'antifascisme. Beaucoup d'écrivains de cette mobilisation vont se retrouver dans la résistance littéraire.
Et en fait, la littérature clandestine, ce qui est intéressant de réfléchir, parce que c'est une vraie littérature, c'est pas de la littérature de propagande, et en même temps, elle construit un contre-récit par rapport au récit dominant de Vichy. Elle tresse des tombeaux poétiques aux résistants dénoncés comme terroristes par le régime de Vichy, et elle en fait des héros et des martyrs de la nation. Elle tisse une mémoire des luttes. Par exemple, le poème d'Éluard, critique de la poésie, dit Garcia a été mis à mort, Garcia Lorca pardon, a été mis à mort, Saint-Paul-Roux a été mis à mort, Decour a été mis à mort. Et puis aussi, c'est une littérature qui dénonce, qui révèle des massacres comme Oradour, hein, le poème de Jean Tardieu. Je pensais l'avoir imprimé, mais je ne l'ai pas là. Voilà. Et donc à la Libération, alors que les écrivains et les journalistes sont condamnés à mort, Brasillac notamment, c'est le plus connu de ceux qui ont été exécutés, ou à la prison pour collaboration, c'est le moment où Sartre va théoriser en fait la responsabilité de l'écrivain comme supérieure à celle de l'artisan ou du professionnel, parce que pour lui l'écriture incarne la liberté suprême, et cette liberté confère une responsabilité. Écrire, ça engage, et donc quiconque écrit est engagé, même si, et donc il reproche à Flaubert et à Baudelaire par exemple de ne pas avoir condamné la répression de la Commune, donc on est engagé aussi parce qu'on ne fait pas. Et en fait, il y a un mouvement de balancier historique entre l'engagement et la défense de l'autonomie, la tour d'ivoire. Hein, donc il va y avoir un retour contre Sartre, contre l'engagement, mais aussi contre le réalisme socialiste du nouveau roman. Mais en même temps, ils inventent un nouveau mode d'engagement, si je puis dire, puisqu'ils vont signer le manifeste des 121, et donc ils dissocient en fait la littérature de l'engagement, et donc à partir de ce moment-là, on a cette alternative entre des prises de position d'un côté et l'engagement par l'œuvre de l'autre, et qui en même temps en France est resté, je pense que ça s'est beaucoup transféré ailleurs, mais qu'en France c'est en train de revenir, mais ça a été une sorte d'interdit depuis le nouveau roman d'avoir vraiment un engagement par les œuvres. Voilà, je dirais que depuis les années 90, moi je vois se dessiner une troisième option, une forme d'engagement dans la cité, qui n'est pas forcément les prises de position, les manifestes et tout ça, mais qui sont des formes d'intervention dans l'espace public, par le biais des résidences, par le biais de... voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Merci beaucoup. C'était très complet. Et donc, effectivement, on voit dans cette espèce de parcours un petit peu de cette idée de responsabilité de l'écrivain que cette question, elle vient interroger un certain nombre d'idées qu'on peut se faire de la littérature, qui sont celles d'une littérature d'inspiration, celle d'une littérature qui ne se préoccuperait pas de son lecteur, qui serait d'une littérature qui serait close sur elle-même avec cette idée de l'art pour l'art, effectivement. Donc on peut se demander à un moment donné si en soi écrire ce n'est pas déjà agir, dans la mesure où effectivement un écrivain quel qu'il soit et peu importe son sujet et son style est donc peut-être déjà engagé, ne serait-ce que par cette activité-là. Donc voilà, c'est une question que je pose un peu à tout le monde. Je ne sais pas qui veut commencer sur cette idée-là. on est beaucoup. Hein. La minorité était le seul homme de la... Lionel Trouillot, peut-être. Aïe. En fait, je suis très content de participer à cette table ronde. Pour une fois que ce ne soit pas les écrivains qui radotent sur leur moi, et qu'on renvoie la littérature à sa dimension première pour moi, son inscription dans la réalité sociale. Et je pense que ce sont des questions qu'on oublie peut-être de poser dans certaines sociétés occidentales. Mais si vous allez chez moi en Haïti, je vous jure que quand on parle littérature, on sait qu'on ne parle que du social. Que c'est une forme de produire du sens, de produire... c'est une forme de capter le monde et de le renvoyer à lui-même. Donc la question de la responsabilité de l'écrivain se pose pour nous de manière urgente. On est toujours dans l'urgence. Il y a une anecdote que cette conscience, évidemment, je n'en fais pas une loi générale. Personne ne peut dire à un écrivain, vous avez la responsabilité de, vous devez parler de ci ou de ça. Mais chez nous, ils sont nombreux, et je suis un peu dans ce camp, les écrivains qui se disent,
aïe, il faut quand même que je parle de ce qui se passe, des inégalités sociales, des injustices sociales, des malheurs produits par ce monde et de ceux qui souffrent de ces malheurs. Donc l'idée d'une littérature qui fait entendre des conditions humaines et sociales qu'on n'entend pas, qui fait voir des réalités humaines et sociales qu'on ne voit pas, c'est une idée qui est très forte chez nous. Je pense que cette littérature du moi, d'une certaine forme d'autofiction, évidemment pas tout ce qu'on fait dans ce vaste domaine qu'on peut appeler l'autofiction, il y a une certaine forme d'autofiction. Si vous allez lire ça en Haïti, les gens vous diront attendez, là, allez à Cité Soleil et puis on parlera littérature. Cité Soleil est le plus grand bidonville d'Haïti, avec 400 000 personnes et déjà 200 personnes assassinées cette année. Voilà, je m'arrête là. Merci. Marie Rangiano, peut-être Oui, merci pour cette invitation. Effectivement, c'est un enjeu qui peut paraître un peu compliqué à aborder, mais l'acte d'écrire en soi, il n'est pas... en fait, il se conditionne aussi à d'où on écrit. Et je pense qu'en fait, là, on est dans un festival qui célèbre Haïti et sa littérature, sa grande littérature, qui a souvent irradié dans le monde et qui... moi, je m'en suis beaucoup inspirée aussi. Et en fait, le fait même de... dans cet endroit-là où effectivement on nous décrit des situations assez terribles que mon voisin de droite me décrit, le fait même qu'elle existe et elle donne envie d'écrire à d'autres qui sont si loin en fait de ce monde-là, je pense qu'en soi c'est déjà un acte de résistance. Et on aurait tendance peut-être à opposer effectivement l'art pour l'art, la littérature autotélique qui parle d'elle-même ou qui parle d'esthétisme, et la littérature engagée, qui serait peut-être une littérature moins jolie, qui serait moins ouvragée sur la langue. Pour moi c'est un enjeu dépassable parce que il y a une littérature engagée qui peut être belle, qui peut faire un travail sur la langue, qui peut donner beaucoup de poésie. Et donc Gisèle Sapiro nous rappelait les grandes périodes terribles de censure dans la littérature en France notamment, mais cette censure elle a donné lieu à de la poésie incroyable, à donner à voir des engagements et des résistances dans des interstices où on ne l'attendait pas, parce que justement en fait c'était impossible et dur de formuler des engagements ou des discours subversifs de façon ouverte. Et donc en soi je pense qu'il y a quelque chose de très très beau dans l'adversité qui crée en fait la littérature comme un bel objet. Et la poésie, c'est par exemple un des genres les plus, pour moi, les plus subversifs, alors que la poésie peut paraître d'un point de vue extérieur comme ce sont des belles fleurs ou des belles balades dans une vie pas très longue. En fait, la poésie, c'est un acte subversif en soi parce qu'il va contourner la langue et il va donner de l'engagement en fait rien que dans la contrainte en fait. Sartre l'avait exclu de l'engagement, mais il a eu bien tort. Oui, tout à fait. On m'a justement dit pendant une autre table ronde de ce festival que parfois un poème d'amour pouvait être la littérature la plus engagée qui soit. Donc effectivement, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. La liberté d'Éluard, c'était au départ un poème d'amour. Il a fini par j'écris ton nom, mais à la fin, c'est sorti liberté. Tout à fait. Peut-être que la question suivante s'adresse davantage à vous, Marine Mazel et Dino Reyan, parce que donc ce soir on devait accueillir aussi le poète ouïghour Merdan Etelik, qui donc a été retenu pour raisons professionnelles et qui donc n'est pas des nôtres, mais qui est un poète qui est parti de son pays assez jeune. Et qui donc n'y est pas retourné depuis. La question c'est donc quelles sont les conditions d'exercice de cette responsabilité de l'écrivain, et est-ce qu'on peut considérer que Merdan Etelik par exemple, mais d'autres peuvent être considérés comme le gardien de quelque chose qui vient de là où il parle, c'est-à-dire le gardien d'une religion, d'une langue, d'une culture, etc. Comment concevoir ça quand on est dans une situation comme la sienne ?
Hier soir, comme on était au centre 360 avec Madame Radeli, qui n'est pas là, avant notre performance, il a lu en ouïghour deux de ses poèmes et que moi j'ai lu la version française. Et on a regardé en fait les livres exposés. Et, enfin, évidemment, 99% c'était des auteurs haïtiens. Et avec Madame, en regardant, on se disait, ah oui, la littérature haïtienne est aussi inconnue pour nous que la littérature ouïghour pour eux. Donc effectivement, la question de la responsabilité des écrivains, c'est une question intéressante, notamment pour le cas ouïghour, parce que ça a été toujours une responsabilité ou alors une obligation pour les écrivains ouïghours. Et moi, avant de venir en France, où la langue française a dominé toutes les autres langues que je parle, et donc j'ai cessé d'écrire encore une fois, par la nécessité de la situation. J'ai dû écrire plutôt en sociologie comme fiction, sous la désignation de double face. Double face, ça veut dire que tous ces intellectuels ouïghours sont enfin membres du Parti communiste, mais dans leurs écrits, ils restent fidèles à leur identité ouïghour. Et donc, ils sont accusés de nationalisme et de séparatisme par leur écriture. D'autant que nous avons actuellement en fait environ 350 intellectuels ouïghours dans les camps. Parmi eux des écrivains, bien sûr, mais aussi des éducateurs, des éditeurs qui avaient publié des livres, des manuels scolaires approuvés par l'État chinois, par la censure. Ensuite, ça a été publié, mais ils étaient des éditeurs. Ils ont été arrêtés pour avoir édité ces manuels scolaires qui sont considérés comme nationalistes. Donc, vous voyez, enfin, le but, c'est aussi, enfin, comment dire, bien sûr, enfin, les camps de concentration ont été présentés comme des écoles de déradicalisation des futurs Ouïghours qui vont possiblement devenir des radicaux. Mais la première cible, ça a commencé par les intellectuels. Donc on voit l'attaque. C'est pourquoi aussi, dans la diaspora, il y a une immense pression sur les chercheurs et sur les écrivains de dénoncer la situation et de participer à cette lutte contre le génocide et la colonisation chinoise. Merci. Mademoiselle, peut-être ? Oui, peut-être. Moi, je peux donner un éclairage complémentaire par rapport à Dine-Lourdes. Donc moi, je suis psychanalyste de métier. Et il se trouve que ça fait quelques années, disons 10 ans, que je m'intéresse à la question des droits de l'homme. Donc j'ai travaillé dans différentes organisations. Et je fais un tout petit détour avant de revenir aux Ouïghours. Il y a quelques années, je travaillais pour le prix Simone de Beauvoir, qui est un prix qui est décerné chaque année à une femme ou à un groupe de femmes qui luttent dans le monde pour le droit des femmes. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des autrices, notamment une autrice qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle Aslı Erdoğan, donc qui est une grande autrice turque qui s'est retrouvée emprisonnée au moment où il y a eu toute cette vague après le parc de Gezi, où on a mis en prison des intellectuels, des chercheurs, des éditeurs, des auteurs, des philanthropes. Bon. Et donc moi je veux vous raconter un tout petit peu cette histoire parce que je pense que ça fait écho au travail que j'essaye de faire avec l'Institut Ouïghour d'Europe depuis 2 ans. C'est que le jour où je suis allée à l'aéroport pour chercher Aslı Erdoğan, parce qu'à l'époque c'était moi la secrétaire du prix et que quand on est secrétaire d'un prix on fait à peu près tout, je vais à l'aéroport pour la chercher et j'arrive et je découvre une femme qui a les cheveux complètement brûlés parce qu'elle était sortie de prison quelque temps auparavant, qui est aux abois parce que elle a tous les effets post-traumatiques de quelqu'un qui a été en prison, qui a été torturé, qui a vécu plein de carences et plein de terreurs.
Et puis voilà, donc on se met à échanger, elle est là pendant une semaine à Paris, et ensuite une relation entre elle et nous s'est nouée pendant plusieurs années. Et Asle partageait souvent avec moi, en fait, cette espèce d'ambivalence qu'elle ressentait. C'est-à-dire qu'elle, c'est une grande autrice de littérature, d'abord. Elle a une langue très poétique, une langue qui, justement, va chercher du côté de la métaphysique, des images qui ne sont pas forcément toujours très accessibles. Bon. Et elle avait quand même écrit, elle écrivait en parallèle, comme beaucoup d'auteurs, en fait. À la fois, vous êtes des poètes, et puis vous racontez la réalité sociale. Et elle avait écrit dans un journal de gauche, et... En gros, elle avait été condamnée sur la base de chroniques qu'elle avait écrites, notamment sur les femmes kurdes. Et donc pour elle, en fait, c'était très très déchirant parce que à la fois elle portait cette responsabilité de dire les conditions de ses consoeurs qui avaient été emprisonnées avec elle, le régime d'Erdogan, la dictature, de raconter tout ça, c'est-à-dire cette espèce d'urgence à dire, dans un contexte comme le génocide, il faut raconter une réalité qui est invisible pour les autres. Et en même temps, elle était déchirée intérieurement parce qu'elle voulait continuer à écrire. Alors à l'époque, elle avait un projet que, hélas, elle n'a pas abouti, sur la figure d'Esmeralda, la grande figure d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Et elle disait, en fait, on me demande en permanence d'écrire et de faire le récit de ce qui se passe pour les miens là-bas, et je me sens très empêchée d'aller au bout de mon geste littéraire. Donc je résume à gros traits, mais je trouvais ça très intéressant parce que pour elle, c'était vraiment un conflit interne qui était très très difficilement soluble. Et le deuxième point que je voudrais aborder, plus en lien avec aussi la question ouïghour, c'est que moi la question que je me pose, c'est plutôt, et en lien avec cette rencontre avec Asle, comment nous, on crée les conditions dans les ONG, les accompagnants sociaux, les psychanalystes, enfin je veux dire, le monde de la recherche, pourquoi pas aussi, pour pouvoir accompagner en fait ceux qui ont le courage, qui prennent cette responsabilité d'écrire et pour qui il y a un coût psychique qui est extrême en fait. Mais en fait on ne se rend pas compte, mais aller au bout de cette parole qui raconte par exemple qu'est-ce que c'est que de vivre dans un camp de concentration, comme Gulbar Jalilova, qui est cette femme qui témoigne très courageusement à visage découvert de tout ce qu'elle a pu voir, entendre, subir, etc. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est comment on crée les conditions de possibilité pour que des gens qui écrivent sur des situations extrêmes ne s'effondrent pas, ne décompensent pas, on dit ça dans mon métier, qu'il n'y ait pas des gros effondrements psychosomatiques, parce qu'il y a des gens qui sont sortis des camps de concentration, qui sont allés au bout de leur écriture, et puis il y a une limite, il y a des gens qui en sont morts, qui se sont suicidés. Alors moi je suis personne pour dire que ce geste-là il n'avait pas de sens par rapport à une trajectoire et un processus, mais je m'interroge, quelle responsabilité nous collective on a quand on n'est pas écrivain mais qu'on a d'autres fonctions dans la réalité sociale, d'accompagner ce geste-là et aussi de soutenir les auteurs, pas juste au moment où ils publient, où il y a quelque chose qui nous arrive à nous, mais dans le fait d'entourer. Et ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup avec Dilnour, parce que peut-être vous avez pu entendre et lire que les chercheurs qui travaillent autour des études ouïghours, mais comme sur d'autres sujets, ils sont soumis à des menaces de mort, ils sont eux aussi persécutés, empêchés de travailler, et là aussi, comment on crée les conditions pour que ces gens-là continuent d'écrire et ne s'arrêtent pas, ne se découragent pas, et que la source ne se tarisse pas. Voilà, donc ça, c'était un peu l'éclairage que je voulais apporter. Et important, en effet. Merci. Justement, sur cette histoire de la pression qu'on peut avoir, voilà, à un moment donné, l'impression de subir parce qu'il faut qu'on raconte quelque chose, parce qu'on est dépositaire d'une histoire et que donc, en tant qu'écrivain, on se sent le rôle de faire ça. J'aurais bien aimé aussi vous entendre, Marie et Lionel, sur cette question dans votre rapport à l'écriture à vous. Est-ce que vous sentez une pression, quelque chose de l'ordre d'un attendu par rapport à ce que vous écrivez? Je sens une pression que j'accepte, parce qu'il y a des écrivains haïtiens qui ne ressentent pas cette pression. Je racontais qu'il y a une dame qui est venue au vendredi littéraire pour parler d'une famille haïtienne qui passait ses vacances en Espagne. Donc cette dame, elle ne ressent pas cette pression, elle n'est pas du tout habitée par ça. Je pense que les écrivains choisissent quelque part les pressions auxquelles ils répondent. Et si on ne veut pas être stalinien, il faut accepter cet exercice de la liberté. Il y a des écrivains haïtiens, j'ai pas de temps pour les lire, ça ne m'intéresse pas du tout ce qu'ils écrivent, j'y vois pas le monde, j'y vois pas le réel. Et je pense qu'eux, ils ne me lisent pas non plus, parce qu'ils voient peut-être trop de réel. Donc, la question de la responsabilité, du choix, de la pression, telle qu'on la vit, c'est la pression qu'on accepte.
ou qu'on refuse. Il y a souvent des gens qui vous disent, il y a des écrivains qui vous disent, moi mon pays c'est la littérature. Moi mon pays c'est pas la littérature, mon pays c'est 27 000 km² sur lesquels il y a des systèmes d'exploitation et de domination et d'exclusion qui sont inacceptables. Mais on habite le pays qu'on choisit quelque part. Donc pour moi, il n'y a aucune contradiction entre une quête esthétique et la thématique. On peut faire de la bonne littérature, c'est plutôt rare avec son nombril, on peut faire de la bonne littérature avec la réalité sociale. Je ne pense pas que l'univers thématique par lequel on est habité, ou que soi-même on choisit d'habiter, cet univers thématique, je ne pense pas déterminant dans la production de la forme littéraire. Donc, d'ailleurs, dans la grande tradition de la littérature haïtienne, étrangement, mais pas étrangement, les écrivains qui ont fait des apports sur le plan esthétique, qui inaugurent, si vous voulez, des séquences, qui produisent des ruptures avec des esthétiques traditionnelles, ce sont les écrivains qui ont été le plus engagés politiquement. On peut citer Jacques Roumain, on peut citer Jacques-Stéphane Alexis, on peut citer le groupe Haïti littéraire. Et donc pour nous, je ne le vis pas personnellement, je pense que la tradition de la littérature haïtienne, on n'a jamais vécu comme contradictoire l'option, enfin un engagement social ou politique et la quête esthétique. Je dois vous dire que ce genre de choses, d'ailleurs, ce genre de questions ne se poserait même pas en Haïti. Il n'y a que quand je viens en France que des gens me parlent d'une éventuelle contradiction qui existerait entre l'engagement politique et la qualité littéraire. Il me semble que Neruda, Aragon, Éluard, Nazim Hikmet, Yanis Christos, Mahmoud Darwish, on en pourrait citer tellement, on fait la preuve depuis longtemps, si telle preuve était nécessaire, qu'il n'y a aucune contradiction entre de grands textes littéraires et l'engagement politique ou social. C'est plus facile de rester silencieux, c'est plus facile de ne rien dire et de laisser les choses mourir ou de laisser les choses se faire écraser par un oppresseur qui sera de toute façon plus fort. Et la difficulté, elle est d'écrire le premier mot et de s'approprier des sujets dont on nous a dépossédés en fait. Enfin, l'histoire coloniale, par exemple, personne n'a envie qu'on réouvre les cartons, que ce soit les colonisateurs ou les colonisés. En fait, il y a une douleur comme ça qui est des deux côtés. Moi, j'écris d'un endroit où on a perdu en plus, on a perdu la guerre c'est une guerre de décolonisation. Et donc il y a la honte et l'humiliation. Et du côté français, personne n'a envie de parler des massacres qui ont été opérés par l'armée française sur le peuple malgache. Donc c'est beaucoup plus facile effectivement de se taire et de ne rien dire. Et la pression, elle commence quand on met un pied dans la porte de la littérature. Enfin, d'ailleurs, c'est un coup de pied dans la porte. C'est pas un acte qu'on demande poliment. C'est juste c'est une prise de parole qui a une forme de violence pour soi aussi. Je pense que la pression, elle se met plutôt une fois qu'on a franchi ce seuil. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir sur cette... Peut-être juste, je pense qu'il y a des différentes conditions sociales de la création, c'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est les conditions aussi de la liberté d'expression. Si on peut s'exprimer, c'est pas la même chose que si on ne veut pas. Si on peut écrire dans son propre pays ou si on en est exilé. Et je pense que l'exil crée des contraintes spécifiques que vous avez très bien décrites. Donc moi, je participe au programme Pause, qui est donc pour les chercheurs en danger, mais qui aussi travaille aussi avec l'atelier des artistes en exil. Et puis on a eu plusieurs dossiers qui nous sont transmis. Et c'est vrai que la question se pose pour des créateurs en exil comme pour des chercheurs en exil de comment continuer quand on est détaché de son pays, détaché de ses sources, qu'on n'a pas les conditions pour produire, qu'on attend de nous. Effectivement, il y a une attente qui est sociale de produire un témoignage. Il y a aussi, on peut penser aux écrivains algériens pendant la guerre civile qui se sont exilés en France, mais du coup, ils ne pouvaient pas continuer à être écrivains comme ils l'avaient été, c'est-à-dire qu'il y avait une attente de produire des témoignages, et ça c'est documenté par des travaux, et donc après on leur a reproché aussi d'avoir trop basculé dans le journalisme et dans la littérature de témoignage. Donc il y a un dilemme. Moi j'entends et je sais très bien de quoi parle Lionel Trio, effectivement, et je suis d'accord avec lui, il y a aussi une politique de la forme,
il y a aussi des... Voilà. Et ce qui s'est passé dans la littérature française n'est pas représentatif de ce qui se passe dans le monde et dans des situations aussi d'urgence comme celle-là. Mais après, ce qui est très différent, c'est les conditions dans lesquelles on peut écrire. On peut penser aussi aux écrivains dans les régimes communistes qui étaient en exil. Enfin, à quelles conditions on peut poursuivre voilà, le travail de création. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez demander à l'un de nos invités ou à tous en même temps ? Oui. Alors, merci beaucoup pour vos échanges. Et ma question, c'est un petit peu une hybridation entre ce que vous avez dit, Marie Mazel, et vous, Lionel Trouillot. Vous avez posé beaucoup de questions, mais du coup, est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse par rapport justement à comment on fait pour aider, ou en tout cas assister les personnes qui choisissent de témoigner et aussi donc, sur la question de, au final, on choisit vraiment ou pas d'habiter un pays qu'on se construit. Est-ce qu'on a vraiment le choix quand il y a des structures qui dépassent, de domination, qui dépassent ces choix, qui peuvent les contraindre, qui peuvent, même souvent les encourager aussi, mais au final, en réalité, se faire messager, intermédiaire, interprète de malaise, de malheur, c'est très lourd au final pour une personne. C'est vrai que c'est un choix, mais souvent aussi on sent qu'on a le choix, mais qu'on ne peut pas ne pas agir. Et ça vient aussi justement de cette pression sociale, de cette idée qu'on doit quelque chose aussi aux gens qui nous entourent, parce que au final on veut quelque chose de mieux pour l'humanité. Et c'est peut-être pas une question seulement sur la littérature, mais sur au final une éthique du soin dans la société, pas seulement pour les gens qui écrivent, mais pour tous les gens qui interviennent dans la société pour améliorer les choses, parce que il y a des écrivains, mais aussi il y a des gens qui doivent publier, il y a des éditeurs, c'est un monde très très large. Et il y a aussi ces personnes justement qui demandent de ne pas les trahir, qui disent merci. C'est très très global au final. Et donc c'est plus peut-être une question sur comment on construit cette éthique du soin, comment on fait au final. Il y aurait plein de niveaux de réponse à votre question qui est très riche, mais je dirais, déjà, moi je pars un peu des cas pratiques auxquels on est confronté. Là, les 2 dernières années, on a accompagné en fait des survivants et des survivantes des camps de concentration. Donc, il faut se représenter qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait les 10 premières personnes qui sortaient des camps de concentration à l'époque de la Shoah, en fait. C'est-à-dire qu'on a 10 personnes qui sortent et qui se mettent à raconter. Alors, on a beaucoup de femmes qui se mettent à raconter une réalité subjective, individuelle, mais aussi collective, en fait. C'est ça que je veux dire, qui est atroce, notamment autour des stérilisations de masse, de la manière dont le corps des femmes aussi dans ce génocide, il y a un biais gender qui est très très fort aussi dans ce génocide, et comment elle raconte ça, et comment elle dépasse aussi plein de filtres, d'inhibition, de choses dans leur propre culture qui sont très compliquées. Et donc moi, en fait, c'est vrai que ça m'est moins arrivé d'accompagner des auteurs, j'allais dire des auteurs de littérature à la Aslı Erdoğan, où c'était un peu exceptionnel. Et elle, je pense que si elle était là, elle serait au fond pas très contente de la restitution que je vous fais de son dilemme intérieur. Elle trouverait ça trop pauvre, elle trouverait ça trop réducteur, parce qu'elle le vit dans son flot à elle, qui est un flot où elle est là, elle est présente subjectivement, elle assume un geste jusqu'au bout, il y a quelque chose d'un peu grandiose, de l'ordre de l'idéal aussi en elle qu'elle porte, et elle se laisserait pas réduire à mon petit commentaire de psy à la marge qui fait un truc sur le cœur, vous voyez, bon. Mais donc du coup, moi je pense aussi à tous ces gens qui ont un désir d'expression, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de témoigner, qui ont envie de dire des choses, et qui n'ont pas les conditions pour le faire. Quand on travaille avec des SDF, moi ça fait 10 ans que je travaille avec des SDF, avec des gens dans des conditions, les gens ont envie de vous raconter des choses, mais ils ne sont pas forcément allés à l'école, ils n'ont pas forcément eu les bonnes conditions pour, etc. Et donc moi ça c'est quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire comment on accompagne quelqu'un comme Gulbar Jalilova, cette femme extraordinaire, qui depuis 2 ans prend son bâton de pèlerin et va dans tous les médias européens, internationaux, qui allait témoigner au tribunal ouïghour de Londres. Alors ça a été une aventure pour nous dans la question
question de comment on pense l'accompagnement des témoins par rapport à leur témoignage. C'est-à-dire qu'il y a eu cette initiative de tribunal d'opinion. Donc un tribunal d'opinion, c'est un peu un format mixte entre du légal, mais c'est un peu aussi théâtralisé. Enfin, c'est un tribunal un peu des consciences. Et donc, ils ont invité des tas de survivants, de témoins de ce qui se passe là-bas pour raconter aussi et que le monde sache un peu ce qui s'y joue. Bon. Et donc, moi, par exemple, ce qui m'a profondément déplu dans ce format-là, c'est la manière ou la place qu'on donne aux témoins dans leurs récits, dans les modalités d'écriture de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'en fait, on légalise tout. Alors, parce qu'il y a une pression et une contrainte, parce qu'au moment du tribunal d'opinion de Londres, en fait, il y avait cette contrainte aussi, même dans la diaspora, de se dire on a besoin d'un outil ou d'outils qui viennent sanctionner que le fait que, oui, il s'agit bien d'un génocide, et pas seulement, éventuellement, d'un crime contre l'humanité, parce qu'il y a des tas de débats qui font perdre beaucoup de temps, qui sont des débats importants, mais qui font que parfois la cause, elle est amoindrie, minorée, on parle seulement d'un génocide culturel. Et donc moi, j'étais pas très contente de la place qu'on laissait aux témoins et à leur manière de raconter les choses ou de les écrire, parce qu'il n'y avait pas de véritable accompagnement. Du coup, nous, on s'est posé des questions à l'Institut sur comment on fait pour faire différent. Alors juste une petite anecdote, il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, on a été invité au Parlement européen parce qu'on est un peu à mi-chemin de tout ça, c'est-à-dire les témoignages subjectifs individuels, les gens qui osent écrire, qui osent parler, et puis comment on fait avancer la cause aussi politiquement avec les parlementaires français et européens. Et au Parlement européen, ils voulaient qu'on leur donne, en fait, qu'on leur livre un témoignage de Gulbar Jalilova. Gulbar, on la connaît très bien. On pourrait dire, c'est une amie, c'est une proche en fait. On vit ensemble, toi ça fait des années, moi ça fait 2 ans. On la voit, on parle avec elle et donc on réfléchit avec elle. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Comment tu voudrais le dire ? Et là c'est pareil, moi j'en avais un peu marre qu'on parle des stérilisations massives des femmes, toujours avec des chiffres qui sont un peu écrasants et avec une réalité qui est tellement écrasante que les gens n'écoutent plus en fait. Et donc on a eu cette idée de dialoguer avec elle sur qu'est-ce que les femmes se disaient dans la cellule du camp de concentration, de quoi elles parlaient quand elles avaient un tout petit peu de temps pour se dire 2-3 choses. Et notamment, elle nous a rapporté quelque chose qui a fait partie ensuite du témoignage au Parlement européen. Elle a dit que les femmes entre elles se questionnaient sur pourquoi leurs règles disparaissaient. Les plus jeunes disaient aux plus vieilles en fait, j'ai plus mes règles, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc les plus âgés disaient ne t'inquiète pas. Alors ça c'est une anecdote qu'elle nous a racontée. T'inquiète pas, peut-être que si un jour on sort de là et que tu rencontres un beau jeune homme et que tu tombes amoureuse, peut-être que tes règles elles vont revenir. Et donc il y avait, voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que en fait là on n'est peut-être pas encore dans la littérature, mais on est dans la métaphore, on est dans l'image, on est dans ce qui se passe en fait dans ce groupe féminin. Et moi c'est pas encore le cas, mais je voudrais qu'un jour ça devienne un beau livre, qui serait un livre peut-être de littérature, peut-être aussi de témoignages, et qu'on accompagne Gulbar, parce qu'à la base, elle n'est pas autrice, elle fait plutôt de la restauration, elle cuisine très bien, c'est une femme merveilleuse, mais peut-être qu'elle a besoin d'un groupe autour d'elle. Voilà, donc ça, c'est le point de vue que je voulais apporter. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aussi fabriquer de la littérature, de la responsabilité, de l'engagement, avec des groupes qui prennent soin de personnes qui sont courageuses. Voilà, c'est... Moi, j'aurais 2 remarques qui ne répondent pas directement à votre question. Je n'ai aucune compétence pour parler des politiques de soins. Mais à partir du moment justement où on parle de politique de soins, on peut parler aussi de politique d'autre chose. Je pense qu'il y a une politique de la mise en circulation des littératures du monde à établir. Celle qui existe, elle reproduit les mécanismes de domination, d'exclusion que nous connaissons. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la plus grande zone de vitalité de la littérature haïtienne, n'en déplaise à Mackenzie ou à moi-même ou à Louis-Philippe, c'est la production en créole qui vient des bidonvilles. Il y a là quelque chose d'impressionnant qui se passe. C'est un autre régime de sensibilité que celui dans lequel nous avons été élevés, qui est devenu le nôtre. C'est une autre langue. Moi, je suis allé chercher la pauvreté pour pouvoir en parler. Eux, ils sont nés dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Ce genre de texte n'arrive pas ici. Donc, il y a des politiques à mener pour que les gens du monde soient plus au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Et l'autre remarque que je ferai, il faut en même temps éviter d'avoir un point de vue ethnologisant sur les littératures des pays du Sud ou des lieux où il y a énormément de difficultés sociales et politiques. Un témoignage est un témoignage. Un poème est un poème dans la mesure où il se donne comme tel et il utilise délibérément un ensemble de procédés
que nous offre le langage. Parce que c'est aussi terrible quand vous avez cette vision ethnologisante. Donc, toute la littérature haïtienne, d'abord, tout ce qui est écrit en Haïti devient littérature haïtienne, et toute la littérature haïtienne dit la même chose. Je me rappelle d'un article dans Le Monde qui nous avait fait sourire. Alors, il y avait Les enfants d'Haïti. Et il sortait un roman de Daniel Laferrière, il sortait un roman de Lionel Trouillot. Voilà comment nous sommes devenus ensemble les enfants d'Haïti. Je ne pense pas que ni Dani ni moi nous soyons d'accord avec cette appellation pour les petites choses que nous écrivons chacun. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Je suis allé au Rwanda et j'ai rencontré un Français qui recueillait des témoignages et qui disait qu'il allait faire un livre de littérature rwandaise. C'est à la fois une offense au peuple rwandais et une offense aux vrais écrivains rwandais. Donc, parce que la littérature, elle témoigne du réel, mais elle témoigne avec des procédés propres à elle. Je crois que c'est Jean-Pierre Faye qui disait cette phrase qu'il faut garder en tête, à mon avis, quelle que soit la situation que nous vivons. La littérature parle toujours d'elle-même, on parlait de cette fonction autotélique, puisque c'est un jeu, mais pour parler d'elle-même, elle parle toujours d'autre chose. Et quand on se contente de parler d'autre chose, ce qui est absolument nécessaire, moi j'ai fait des livres où j'ai recueilli des témoignages que j'ai proposés à lire comme témoignages. Mais il ne faut pas non plus enlever au peuple en difficulté le droit de produire de la littérature en réduisant ce qu'ils écrivent à des témoignages. Moi, je trouve que... Non, c'est juste par rapport à ce sujet, justement, puisqu'on parle de l'engagement des écrivains et de leur accompagnement aussi. Donc vous avez livré un témoignage et moi j'aimerais livrer un contre-témoignage. Au quotidien, donc justement je salue Dino, que je connais par ailleurs parce que je suis responsable de la Maison des journalistes, une structure qui accueille justement des personnes qui ont été privées de cette liberté d'informer. Et nous, on les accompagne au quotidien pour essayer de restaurer, de leur redonner la parole. Donc il y a un travail d'accompagnement qui est fait. Alors là, par rapport à ce que j'ai entendu, donc on parle beaucoup d'accompagnement de l'écrivain, mais moi, de mon point de vue et de ce que j'ai pu apprendre de ces personnes qui ont été victimes de répression, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les enferme dans une forme de position victimaire. Donc je pense que le regard qu'on porte sur l'écrivain doit être différent, même si c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui charrie un ensemble de choses, c'est quelqu'un qui est témoin de ce qui se passe dans sa société, qui veut livrer aussi, c'est un engagé, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que à ethnologiser à chaque fois ces profils ou bien enfermer ces écrivains, ces personnes-là dans une forme de victimisation, je trouve que c'est un peu réducteur. Parce que c'est notre point de vue. Donc certes, bien sûr, il y a des traumatismes, il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, ça c'est clair. Mais ne cédons pas à la tentation de généraliser justement l'accompagnement et à la tentation de victimiser aussi, surtout des écrivains qui viennent de pays du Sud ou d'ailleurs, ou des écrivains qui mettent la plume dans la plaie pour rendre compte d'un ensemble de situations. C'est ce que je voulais dire. Alors juste, je pense qu'il y a peut-être une méprise aussi sur... ce que j'amène, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Moi, je travaille à l'Institut Ouïghour d'Europe depuis 2 ans sur ces questions-là. Il se trouve que c'est mon métier d'accompagner des personnes qui, par définition, vont mal. Si elles viennent me voir et que j'accompagne ces personnes, c'est parce qu'il y a du trauma, il y a de la dépression. Enfin, voilà, on n'est pas là pour faire un cours de psychopathologie, mais je veux dire, en fait, il se trouve qu'il y a de la souffrance, on pourrait le dire comme ça. Et que dans les différentes institutions, et notamment avec l'Institut Ouïghour d'Europe, mais aussi précédemment avec ce prix féministe, on s'est posé des questions sur des situations qui arrivaient. C'est pas nous qui avons plaqué une méthode d'accompagnement, on voulait à tout prix que l'écrivain qui est très courageux devienne une sorte de victime, qu'il faudrait à tout prix réduire à sa souffrance et à sa plaie béante. Donc en fait, c'est des questions concrètes qui se sont posées sur des modalités d'accompagnement avec des gens qui souffraient. Souvent, c'est comme ça. Je veux dire, on commence à se poser des questions sur les conditions d'accompagnement parce que les gens vont pas bien, c'est tout. Et que donc, moi je suis quand même psychanalyste, ça fait 10 ans que je travaille dans des ONG et j'enferme personne dans une position victimaire. Je crois qu'on a le droit de parler de trauma, on a le droit de parler de dépressivité, on a le droit de parler de conditions d'écriture ou de conditions d'expression qui sont entravées, parce que c'est le cas.
et que c'est pas, que chacun à l'endroit de sa propre vie et de sa propre trajectoire, pays du Sud ou pays du Nord, vit des moments d'être entravé, etc. Et que moi, j'ai pas de prétention à parler de la littérature en soi parce que je n'écris pas de littérature et je ne suis pas une spécialiste. Je fais seulement le récit des gens que j'ai croisés, que j'ai accompagnés et qui, bon an, mal an, ont aussi pu bénéficier. C'est pas, je parle, mais je veux dire, on était un collectif. On est un collectif, en fait, pour accompagner ces paroles-là. Et que par ailleurs, il y a aussi des personnes qui témoignent du génocide dont qu'elles vivent, qui témoignent de cette réalité qui est terrible et qui, en fait, doit cesser. Enfin, il y a quelque chose dans l'urgence que vous avez nommé tout à l'heure, c'est que nous, notre but aussi, que dans ces témoignages-là, c'est pas du tout de déposséder les gens de leurs paroles, c'est que des gens qui ont envie, dans cette parole-là, d'aller au bout de leur témoignage, que ça puisse servir aussi à faire bouger les lignes. Et que derrière, par exemple, l'histoire au Parlement, c'était pas juste une voix, une parole, c'était pour travailler sur une réglementation européenne pour faire interdire les produits issus du travail forcé, parce que c'est un des fronts de la lutte pour nous. Donc c'est vrai que peut-être je parle d'une place qui est un peu malaisante et un peu peut-être à côté aussi de cette très belle table sur la littérature, je m'en excuse, et peut-être que c'est un peu maladroit et que c'est pas forcément très bien reçu, mais moi je tente, oui voilà, je tente de vous raconter les difficultés qu'on rencontre aussi très concrètes de tout ça et comment on trouve des aménagements pratiques pour y répondre. Moi je veux juste accompagner des gens et les aider à s'exprimer quand ils se sentent entravés, et je plaque rien d'un truc ethnologisant, je sais pas quoi, enfin ça serait presque une insulte à mon métier. Voilà. Merci. Voilà, juste une dernière remarque parce qu'après voilà, on va devoir conclure. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire que ce débat de l'écrivain du dedans, de l'écrivain du dehors, c'est un faux débat du moins parce que tout à l'heure, Lionel, tu as évoqué Jacques-Stéphane Alexis, et qui a écrit ses 4 chefs-d'œuvre ici. Et pour moi, c'est le plus beau don, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un pays. Et Aimé Césaire a écrit Cahiers de retour au pays natal en dehors de son territoire. Milo de Émile Olivier, il a écrit au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Haïti qui ne s'engagent pas politiquement. Totalement. Et aujourd'hui, la personne qui occupe le poste de ministre de la Justice, de la Culture, c'est un écrivain. Hélas. Une écrivaine, une autrice, hélas. Si on veut. Et donc, pour moi, c'est un faux débat. Et puis même par rapport à... moi, je ne sais pas, je suis très mal à l'aise par rapport à ces mots, accompagnement, l'Europe, machin truc, le travail forcé, sachant que le travail forcé a été imposé dans l'économie, Haïti est une grosse victime de ça. Moi, je pense que la question n'est pas là d'accompagner les écrivains. Il y a un côté très, je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait peut-être questionner, ce sont ces pouvoirs qui persécutent ces gens, qui les poussent à l'exil. Ces pouvoirs-là ont été installés par qui et sont encouragés aujourd'hui par qui? C'est-à-dire aujourd'hui, en Haïti, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien du tout, et cette situation politique est encouragée. Et donc, un Haïtien qui ne peut pas vivre en Haïti aujourd'hui, Lionel, c'est un grand courageux, j'admire ton courage. Un Haïtien qui ne peut pas vivre aujourd'hui, c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il y a une situation. Et cette situation-là est maintenue, encouragée par une force. Tout à l'heure, on parlait de Charles Mills. Je vous invite à lire son livre Le contrat racial. Et donc, parlons de ça. Moi, je n'ai pas envie de courir. Personne n'a envie. Bon, après, l'individu est libre. Hein. Il vit où il veut, il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui ont vraiment envie de vivre dans leur pays, qui ont envie de s'engager politiquement, qui ont envie de participer. Mais il y a une situation qui dépasse l'entendement. Et on connaît l'histoire. Ouais. Je ferai juste une remarque, Mackenzie. À mon avis, personne ici n'a parlé d'une contradiction entre écrivain du dedans et écrivain... c'est moi qui le dis. Ah d'accord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas là. D'accord. En fait, je suis désolée, on va devoir conclure, mais la discussion peut tout à fait se poursuivre de manière informelle par la suite. Il n'y a pas à boire.